Bonsoir, amis de l'Or du Temps. Bonsoir, docteur Dransart. Bonsoir Joachim. Ce soir, le thème est de la médecine des chiffres à la médecine de l'humain, ou comment réconcilier science et conscience. Philippe Dransart est auteur, il est médecin homéopathe, et je voulais faire une courte introduction de chiffres. Le premier des chiffres, c'est un rappel, c'est que l'industrie pharmaceutique, c'est 1200 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. C'est à peu près la moitié du PIB de la France. Alors vous imaginez bien qu'à ces niveaux de chiffre d'affaires, il est important de le tenir, de le maintenir, de le faire croître. Nous avons eu l'année dernière un sinistre décompte des morts. C'est comme si on décidait de compter le nombre de décès de la grippe pour atteindre, suivant les saisons, à 14 000 décès ou bien 8 000 pour l'année 2018-2019. Ça fait peur, autant de morts. Et puis, comme au bout d'un moment on se lassait, alors on est passé au décompte du nombre de cas. Ah oui, mais des cas, c'est pas des gens malades. Non, c'est pas grave, on va les compter quand même. Oui, mais les cas, c'est pas c'est notamment les asymptomatiques qui sont pas contagieux. C'est pas grave, on les compte quand même. Et évidemment, on avait des courbes qui explosaient. Question chiffre aussi, il y a un usage en médecine qui est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, dont un des outils est les essais randomisés en double aveugle. Pour la faire un peu courte, c'est comme si quelqu'un était en train de se noyer, on a des bouées avec nous, mais on ne lui donne pas la bouée, parce qu'on ne sait pas si elle est normalisée, on ne sait pas si elle est sécurisée, on ne sait pas si elle fonctionne bien. Bien évidemment que ces essais sont intéressants lorsque on est dans une médecine qui a vocation à prolonger la durée de vie. Et alors, il est intéressant de savoir dans quelle proportion cela se fait. Mais ça a malgré tout massacré à côté l'homéopathie, par exemple. Ou comment mesurer quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie. Et on oublie dans tout ça un point essentiel qu'est la relation docteur ou de médecin-malade. Notons au passage que beaucoup de ces études sont payées et financées par des groupes pharmaceutiques. Et lorsqu'on est en train de tripoter des chiffres que tout le monde ne comprend pas forcément, alors les résultats peuvent être aléatoires ou hasardeux ou tronqués. Merci Philippe, je te donne la parole. Bonne conférence à tous. Merci Joachim, tu me mets un peu sur une patinoire gentiment. Mon propos sera peut-être plus modéré que le tien, mais cela dit, je vais reprendre certaines de tes propositions. En tout cas, je vais essayer de les éclairer à ma manière. Ma réflexion sur ce que j'appelle la médecine des chiffres a commencé il y a très longtemps, quand un malade m'a raconté son histoire. Ce malade souffrait d'un cancer de l'estomac et je lui avais demandé comment s'était passée sa visite chez son oncologue. Il m'a regardé avec un signe de dépit. Oh docteur, c'est simple. Je lui ai demandé si j'allais m'en sortir et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, vous avez de la chance, je viens justement de recevoir un logiciel ce matin, nous allons calculer cela tout de suite. Après cela, il s'est plongé dans son ordinateur en relevant la tête de temps en temps pour poser 2 ou 3 questions. Et là, j'ai compris que je n'aurais rien à attendre de son côté. Ce malade a changé d'oncologue, il a suivi les traitements et aujourd'hui, il va bien. Alors, cette histoire peut vous paraître un peu caricaturale, mais pour essayer de la comprendre, je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Et je peux le faire d'autant plus facilement que ce médecin, je le connais et je sais de surcroît qu'il ne manque pas d'humanité, contrairement à ce que cette introduction pourrait laisser penser. Et cela peut vous surprendre, mais c'est un peu comme s'il s'était retranché derrière ce que j'appelle le discours de la science, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Quand le malade a demandé à ce médecin, donc avec son cœur, avec ses tripes, s'il allait s'en sortir, c'est un peu comme s'il demandait à ce médecin de s'engager à ses côtés, comme s'il lui disait, docteur, est-ce que vous y croyez? J'ai besoin de m'appuyer sur vous, sur votre foi dans ma guérison. Et c'est évident que si le médecin n'y croit pas, sur quoi le malade pourrait-il s'appuyer? C'est un peu comme une relation de confiance. Quand votre vie est en jeu,
vous n'allez pas la confier à une personne qui n'est pas de votre côté, présente à côté de vous. C'est ce que les psychologues appellent le transfert. Et pour dire les choses plus simplement, c'est une relation de confiance et d'amour. Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais pour que cette relation puisse se produire, encore faut-il qu'il y ait deux personnes. Autrement dit, deux sujets, deux êtres humains, avec leurs forces, mais aussi avec leurs faiblesses, avec leurs convictions, mais aussi avec leurs doutes. Et quand l'oncologue s'est retranché derrière les chiffres, c'est comme si sa personne, en tant que sujet, comme si sa personne avait disparu, comme si il s'était retranché derrière cette idée. Voilà, la science dit cela. C'est pas, je dirais, Ponce Pilate, mais c'est un petit peu ça. La science dit cela. C'est comme si ce médecin s'était effacé devant la réalité objective. Et du coup, le malade s'est retrouvé seul devant les statistiques, tout seul. Et à tort ou à raison, peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'il a ressenti. J'ai eu l'occasion par la suite d'en discuter avec ce médecin et j'ai évoqué la réaction de son malade. Il m'a répondu, mais ce malade n'a rien compris. Quand il m'a posé la question, j'ai pensé lui rendre service en étant le plus objectif possible. Je n'ai rien dit à ce médecin, mais en le regardant, j'ai compris quelque chose. Mon médecin et ce patient avaient le même âge, à peu de choses près. Ils étaient tous les deux mariés, pères de deux enfants du même âge ou presque. Ils étaient tous les deux passionnés de golf. Ils jouaient tous les deux au golf. Bref, c'est comme s'il y avait eu un effet miroir. Et pour ce médecin, c'était trop. Ce transfert, cette demande du malade d'être à ses côtés, il ne pouvait pas l'assumer. Et du coup, il s'est retranché derrière les données objectives pour garder la tête froide. Ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres, déjà, nous le voyons, ont deux fonctions. D'abord, ils nous permettent de nous appuyer sur des données objectives. Ensuite, ils nous protègent de notre subjectivité, autrement dit, de nos émotions. Mais à quel prix? Nier l'émotion, lorsqu'on nie l'émotion, c'est comme avancer en bateau au milieu des vagues en calculant notre cap, comme si la mer était plate. Et quels que soient nos calculs, cela va introduire une marge d'erreur qui risque de nous faire manquer le but. Le problème, c'est qu'ici, le but, c'est la guérison. D'un côté, le malade vient avec ses peurs, il vient avec ses tripes, et de l'autre, le médecin n'y est pas insensible, loin de là, et il essaie de se perfectionner en assistant à des formations, à des congrès. Mais de quoi parle-t-on dans ces congrès? Comme le disait Joachim, on y parle essentiellement de chiffres, de statistiques, que ce soit par exemple sur la prévalence de la maladie, sur l'efficacité des traitements ou sur ce qu'en oncologie on appelle la médiane de survie. Tout est chiffré, tout est mesuré, même la douleur est chiffrée et mesurée. Donc première question, ce que l'on gagne en objectivité, est-ce qu'on ne prend pas le risque de le perdre en humanité? C'est juste une question. À propos de douleur, j'ai vu autrefois à quelques jours d'intervalle deux hommes qui étaient venus me consulter pour une algodystrophie du bras droit survenue après une fracture 3 mois auparavant. Par commodité, ces deux hommes, on va les appeler Marc et Pierre. Ce ne sont pas leurs prénoms véritables, mais vous comprendrez que je ne peux pas en révéler davantage. Donc, on va les appeler Marc et Pierre. L'algodystrophie, qu'est-ce que c'est? L'algodystrophie, c'est un mot savant qui va décrire une douleur qui vient d'une mauvaise cicatrisation des tissus, en général soit après une fracture ou après une intervention chirurgicale. Donc, j'ai demandé à Marc et à Pierre d'estimer l'intensité de leur douleur sur une échelle de 1 à 10. Pierre m'a répondu 5 et Marc m'a répondu 6. Objectivement, donc, c'était la même maladie, du même côté, le côté droit, pratiquement de la même intensité chez des personnes du même sexe et qui avaient eu tous deux une fracture 3 mois auparavant. C'est-à-dire que c'est vraiment le cas idéal pour se prêter à des comparaisons statistiques. Là, c'est une échelle de 2. Je reconnais que la statistique n'est pas sur un grand nombre, mais vous allez voir où je veux en venir. Et donc, sachant que Causticum, un remède homéopathique, est un remède statistiquement efficace dans certaines algodystrophies, imaginons
que je donne à chacun d'eux une dose de causticum qui marche très bien sur Marc, mais pas du tout sur Pierre. Dans une attitude objective, scientifique, si j'adoptais cette attitude, cela m'amènerait à conclure que causticum est efficace une fois sur deux, autrement dit, dans 50% des cas. Donc, on va dire c'est un constat objectif, ce qui me permet de pratiquer une médecine objective basée sur des faits. C'est ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Causticum a fait la preuve de son efficacité dans 50% des cas, donc c'est un constat objectif sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. J'ai cependant opté pour une autre approche, en demandant à chacun de ces, à Paul et à Marc, à Pierre et à Marc, pardon, de me décrire précisément ce qu'ils ressentaient, non pas avec des termes médicaux, mais avec les termes du langage courant. Autrement dit, j'ai laissé de côté l'objectivité des chiffres pour m'intéresser au vécu subjectif de la situation, à ce que ressentaient les patients. Marc m'a répondu, ça me tiraille, j'ai l'impression d'être déchiré. Et Pierre m'a dit, c'est lourd, ça me pèse, je me sens paralysé. Leur ressenti n'était pas tout à fait le même. Le médecin qui m'a enseigné l'homéopathie autrefois, il y a 50 ans, ça commence à faire, n'arrêtait pas de me dire, prends note de ce que te dit ton patient sans le modifier, sans changer les termes qu'il emploie. Aide-le au besoin à préciser les choses, essayer de trouver les termes les plus justes pour décrire ce qu'il ressent. Ce sont bien sûr des termes subjectifs, mais tu vas découvrir que c'est le subjectif qui te parle du sujet. Le diagnostic ne te dira rien de ce qu'il ressent. Et c'est ainsi que quand j'ai vu Marc pour son algodystrophie, je lui ai donné causticum parce que causticum est un remède pour les douleurs tiraillantes, avec sensation que les tendons sont rétractés. Et causticum l'a guéri. Et quand j'ai vu Pierre, je lui ai donné plombum pour cette sensation de pesanteur et de paralysie douloureuse, et plombum l'a guéri. Si j'avais donné causticum à tous les deux, j'aurais eu 50% de bons résultats. Je veux dire par là qu'il y a des situations qu'on ne peut pas maîtriser avec des chiffres, parce que ces situations concernent le sujet, avec ses désirs, avec ses peurs, avec son amour et ses joies, toutes choses qui ne sont pas mesurables et qui pourtant existent. Joachim parlait de la difficulté en homéopathie de faire des études randomisées. Vous le voyez bien à travers cet exemple, puisque Pierre et Marc n'avaient pas du tout, ils avaient la même maladie, mais ils n'avaient pas du tout le même ressenti. Autrement dit, chacun avait besoin d'un remède qui lui correspondait, et le remède qui correspondait à l'un ne correspondait pas à l'autre. Donc, il n'est pas possible de prouver l'homéopathie avec des études statistiques centrées sur le diagnostic, parce que nous ne soignons pas en fonction du diagnostic, nous soignons en fonction de la personne et de la manière dont la personne va vivre et ressentir sa maladie. Avant de donner à chacun son remède, j'ai quand même poussé le bouchon en demandant à Marc et à Pierre dans quel contexte votre fracture est-elle apparue. Ce n'est pas anodin de se faire une fracture. Et Marc a été surpris parce qu'il ne s'était pas posé la question. Marc était un homme marié qui aimait sa femme, mais voilà qu'un an auparavant, il avait rencontré une autre femme dont il était tombé amoureux et il se sentait complètement partagé, complètement tiraillé entre les deux. Et naturellement, l'autre femme avait envie de l'avoir pour elle toute seule, ce qui a amené à aggraver le tiraillement. Et l'accident qui a causé la fracture s'était produit le lendemain d'une dispute avec sa nouvelle amie, quand cette nouvelle amie lui avait demandé de choisir. Donc elle lui dit, écoute, c'est ta femme ou c'est moi, il faut que tu choisisses. Et le lendemain, crac, voilà, Marc se fait sa fracture. L'accident, en général, tous les accidents, à peu de choses près, les accidents, les fractures, ce n'est pas des choses qui viennent comme ça par hasard. Et c'est quelque chose qui vient en général comme une rupture. C'est une rupture qui se produit à la suite d'une tension excessive entre deux désirs contradictoires. La personne est tendue entre deux désirs contradictoires et du coup, il y a cette rupture qui va se concrétiser physiquement par la fracture. Pour Pierre, la situation était différente.
son directeur lui avait imposé une collaboratrice qu'il détestait et qu'il trouvait incompétente. Et il me disait, elle plombe mon travail, avec elle, je ne peux plus rien faire. Et dans le mois qui a précédé l'accident, la tension était devenue intenable. Alors, petite remarque ici, le bras, hein, ça sert à faire, ça sert à agir, ça sert à concrétiser l'action. Le bras droit, ça peut être soit une difficulté avec une femme ou un élément féminin, soit une difficulté par rapport à une situation qui nous est imposée. Et contrairement au bras gauche, si vous voulez, enfin le côté droit, hein, c'est ça, le côté gauche, c'est plutôt une difficulté avec un élément masculin ou un désir que nous ne pouvons pas accomplir, un désir contrarié. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est quelque chose que nous avons le désir de faire et nous sommes empêchés dans ce désir. La décision du directeur de Pierre de lui imposer une collaboratrice qu'il détestait l'avait plombé et ce sentiment se reflétait dans cette sensation de lourdeur et de paralysie de son bras. Et l'algodystrophie, c'est comme si la fracture, la rupture, dans les deux sens du terme, n'avait pas suffi pour neutraliser la douleur morale qui se cache derrière. Une algodystrophie, en général, quand il se produit un accident, l'accident, c'est quelque chose qui arrête, qui nous arrête, et l'accident en lui-même peut suffire à nous aider à prendre de la distance vis-à-vis de la situation qui l'a engendrée. Mais parfois, ça ne suffit pas. Nous gardons un certain ressentiment, nous gardons une certaine colère rentrée, et cette colère rentrée, qui n'a pas été éliminée par la fracture et qui n'a pas été évidemment réparée par le chirurgien, le chirurgien n'est pas là pour réparer des émotions, eh bien, cette douleur résiduelle va donc se prolonger à travers la douleur physique, donc une douleur de type inflammatoire, comme ce que je viens de vous décrire. Donc, Marc et Pierre avaient mesuré leur douleur à une intensité de 5 et 6 sur 10. Ces chiffres reflétaient la quantité de douleur, mais ils ne disaient rien de sa nature et encore moins de son origine. Pourtant, les chiffres, nous en avons besoin. Mais est-ce que ces chiffres nous disent la vérité ou est-ce qu'ils nous disent seulement la moitié de la vérité? Je ne parle pas, comme tu le disais, Joachim, des chiffres trafiqués. Ça, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, c'est une autre question. Mais si on prend les choses dans leur réalité objective, il faut bien se rendre compte que les chiffres vont nous donner la moitié de la vérité. Au début du siècle dernier, un physicien de renom, Niels Bohr, avait affirmé que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. C'était plus que tranché. Et la médecine, à cette époque, se sentait un peu le parent pauvre de la science. Elle se relevait, depuis quelque temps, elle avait réussi à se relever un peu de la médecine de Molière. Et dans son effort pour rattraper son retard, elle s'est dit, mais voilà une affirmation qui va nous aider. Et elle a adopté cette affirmation de Niels Bohr en faisant son credo. Et pour être scientifique, nous allons tout mesurer. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Aujourd'hui, tout se mesure, tout se compare, que ce soit les examens biologiques, les radios, les scanners. La médecine d'aujourd'hui, c'est une affaire de chiffres et de statistiques. Quand vous allez dans un congrès, on ne parle que de ça, pratiquement. Les recherches médicales sont basées sur des statistiques, essentiellement. Donc, ces mesures vont permettre à la fois de préciser le diagnostic, de mesurer l'évolution et la gravité de la maladie, et il faut reconnaître quand même, il faut le dire, rendons à César ce qui est à César, elles ont surtout le gros avantage d'apporter quand même des critères objectifs sur lesquels on peut au moins en partie s'appuyer. Donc cette médecine d'aujourd'hui, qui se veut scientifique, basée sur des preuves, c'est une bonne chose parce que ça lui a permis aussi de faire des progrès. Elle s'est dotée d'outils incomparables. Ces outils permettent de sauver des vies. Je ne veux pas opposer l'une et l'autre. On fait des statistiques pour étudier les causes des maladies ou l'efficacité des traitements. Donc, on va s'attacher insensiblement à une médecine basée sur les preuves. Le problème, c'est que dans cette recherche de preuves, l'intuition et le bon sens n'ont plus leur place. Le subjectif va être invité à s'incliner avec humilité devant la science. Je dis bien avec humilité,
parce qu'il en faut pour remettre en question des idées ou des croyances auxquelles nous étions attachés. Quand une statistique va nous démontrer le contraire de ce que nous croyons, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Mais le problème avec ces outils, c'est qu'il n'y a plus de place pour le subjectif. Autrement dit, le sujet n'a plus sa place. Alors, vous allez dire peut-être que j'exagère, mais je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, une oncologue qui était très ouverte à mes approches m'a fait l'immense honneur de m'inviter à présenter mon travail dans un congrès de cancérologie qui réunissait 1000 spécialistes de la question. Elle connaissait mon travail sur la psychogénèse du cancer, c'est-à-dire le lien entre le psychisme et l'apparition de la maladie, et elle me proposait de présenter mon, ma proposition devant 1000 spécialistes. Donc, vous imaginez, comme j'étais à l'aise, l'amphithéâtre était plein, et j'ai vraiment devant cet amphithéâtre plein de chercheurs, j'étais, on va dire, dans mes petits souliers. Et j'étais d'autant plus impressionné que les orateurs qui m'avaient précédé avaient présenté de manière brillante des PowerPoint avec plein de courbes, de chiffres, pour soutenir leur démonstration avec une aisance à peine dissimulée. Et bien sûr, tout à fait naïvement, j'étais venu sans PowerPoint, l'idiot de service. Dans un souci didactique, j'avais imaginé présenter à ces spécialistes, je m'étais limité à présenter 3 exemples, Marianne et Sylvie pour leur cancer du sein, et Simon pour son cancer du rectum. L'organisatrice m'avait demandé de lui faire parvenir, quand même, elle voulait avoir un petit contrôle sur ce que j'allais dire, elle m'avait demandé de lui faire parvenir mon texte avant que j'intervienne, donc ce que j'ai fait naturellement. Et quand elle a commencé à lire mes notes, elle m'a dit « mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout ». L'angoisse. Alors imaginez le malaise. Je lui ai demandé « mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle me répond « Marianne, Sylvie, Simon, c'est trop personnalisé, c'est trop subjectif. Vous me supprimez tous ces prénoms et vous mettez cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3. Comme ça, votre présentation sera plus sérieuse, elle sera plus objective. » Et là, j'ai compris quelque chose. Elle m'avait dit pourtant cela avec beaucoup de bienveillance, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui venait d'une autre planète et qui n'était pas au courant des usages. Sauf qu'un prénom, sa vie, ça représente une personne, un sujet avec son histoire, alors qu'un cas, c'est impersonnel, c'est aseptisé. Autrement dit, ça va mieux se prêter à une étude objective, autrement dit, à l'étude d'un objet. Et vous voyez comment, insensiblement, l'étude de la personne et de son histoire va glisser du sujet vers l'objet. Alors, vous allez me dire que ça n'est peut-être qu'un détail sémantique, sauf que ce détail va s'avérer être le point d'une manière de penser bien différente. Et je vais vous en donner un exemple récent. Souvenez-vous de ce que nous avons vécu au printemps 2020. Je ne vais pas trop vous parler de ce qui s'est passé en France, mais il s'est passé quelque chose en Inde de relativement équivalent. En Inde, un groupe de médecins homéopathes avait remarqué que l'arsenic à dose homéopathique, Arsenicum album, semblait efficace dans les formes graves du Covid. Du coup, ils en ont donné systématiquement à chacun de leurs patients avec, disaient-ils, de très bons résultats. Mais les confrères allopathes, quand les homéopathes ont commencé à publier quelques exemples, les confrères allopathes leur ont répondu « tout ça c'est bien joli, mais vous n'avez pas fait d'études en double aveugle. Il nous faut une étude randomisée, une étude en double aveugle. » Et si vous avez suivi les actualités françaises de l'époque, vous voyez, ça vous rappellera peut-être aussi quelque chose ou quelqu'un. Mais bon, revenons à nos homéopathes indiens. Dans une étude en double aveugle, qu'est-ce qui se passe? Le médecin ne sait pas ce qu'il donne. C'est le pharmacien qui va décider de donner tantôt le remède, tantôt un placebo. Donc le médecin prescrit et c'est le pharmacien qui donne de façon aléatoire, tantôt le remède, tantôt le placebo. De cette manière, le médecin ne peut pas influencer le résultat par ses espoirs, par ses convictions ou par ses croyances. Et effectivement, c'est un moyen
intéressant d'étudier l'effet d'un médicament avec objectivité, hein, en essayant de supprimer l'effet placebo d'une relation médecin-malade. Ces médecins homéopathes étaient convaincus de l'intérêt d'Arsenicum album. Mais quand on leur a proposé de faire une étude en double aveugle, ils ont refusé. Alors pourquoi? S'ils étaient convaincus que ça allait marcher, hein, pourquoi ont-ils refusé? Ils ont dit, nous ne sommes pas là pour faire des études, nous sommes là pour soigner des malades. Mettez-vous à notre place. Un malade vient vous voir avec une maladie potentiellement mortelle. À l'heure actuelle, aucun traitement n'a fait ses preuves formelles, mais nous avons entre les mains une substance qui semble transformer le pronostic vital. Alors, si de votre côté, vous voulez étudier cette substance par la méthode en double aveugle, c'est votre affaire. Nous croyons ce que nous voyons, et si un malade en détresse vient nous voir, nous ne pouvons pas. Nous ne pourrons jamais lui donner un remède en nous disant que c'est peut-être un placebo. Alors, voyez les deux approches. Et en même temps, on pourrait se dire, mais si on veut avoir un résultat scientifique, hein, c'est quand même important de faire des études en double aveugle. Sauf que l'humain est quand même un peu mis à mal dans cette histoire. Alors, qui a raison? Au fond, ça dépend un peu du contexte. Dans une maladie potentiellement mortelle, pour laquelle on n'a pas encore trouvé de traitement, hein, donner un placebo ou ne rien faire, c'est la même chose. Alors, pourquoi créer artificiellement un groupe placebo, hein, si ce n'est pour éliminer la conviction du médecin, hein, qui pense que son traitement va marcher? Autrement dit, on voit bien là que quand on cherche à être objectif, à un moment donné, on renonce au sujet. Ou si vous préférez, on renonce à l'humain. Et c'est un peu objectif et subjectif, c'est un peu comme une pièce de monnaie dont nous ne pouvons pas voir les deux faces en même temps. Quand vous êtes devant une pièce de monnaie, vous regardez le côté pile ou le côté face, vous ne pouvez pas voir les deux en même temps. Autrement dit, vous allez choisir le côté que vous allez regarder, que vous allez étudier, et quand vous allez choisir ce côté, eh bien, vous allez découvrir finalement ce que vous avez décidé de voir. Vous allez découvrir et observer ce que vous avez décidé de voir, et vous aurez de cette manière confirmation, hein, que votre manière de voir est juste. Vous allez découvrir la vérité avec évidence sans vous rendre compte que vous ne voyez que la moitié de la vérité. Alors, je ne dis pas que l'une des faces est supérieure à l'autre, hein. Je le redis, nous avons non seulement besoin d'objectivité en médecine, mais nous avons aussi le devoir de nous en donner les moyens. En se basant sur les chiffres et les preuves, la médecine nous a permis d'accomplir des progrès immenses. Mais le problème, hein, c'est qu'en adoptant une approche objective et mesurable, elle en est venue progressivement, sans même s'en rendre compte, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors vous allez me dire, de quel bébé parlez-vous? Je vais vous donner deux exemples. Le premier, ceux qui assistent à mes causeries en ont sans doute déjà entendu parler. Pour les autres personnes, je pense que c'est un exemple utile, donc je vais en reparler, mais je ne serai pas trop long, rassurez-vous. C'est l'exemple de Paul, hein, cet homme qui était venu accompagné de sa femme pour un cancer de la prostate. Hein, je raconte brièvement son histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Hein, donc, Paul avait reçu une lettre incendiaire de son fils 9 mois auparavant, et ça l'avait profondément blessé. Mais entre-temps, il l'avait oublié, cette lettre. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait vécu 9 mois auparavant, eh bien, il ne se souvenait plus. Il se souvenait plus. Et fort heureusement, sa femme était présente à la consultation, et c'est elle, hein, qui lui a rappelé l'incident, qui lui a dit, mais tu ne te souviens plus, la lettre de Marc, tu n'en as pas dormi des nuits entières. Et de façon très curieuse, quand il s'est remémoré l'incident, Paul en parlait avec détachement, comme si cela n'avait plus d'importance. En fait, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que, et c'est quelque chose que j'observe souvent dans des maladies d'une certaine gravité, en particulier dans des cancers, tout se passe comme si l'émotion était toujours là, mais l'émotion était comme absorbée par la lésion, hein, comme absorbée par la maladie, hein, donc de sorte que la conscience en est libérée, ou disons qu'elle ne la mesure plus avec la même intensité, de sorte que Paul n'avait plus conscience de la possibilité d'un lien de cause à effet. Hein, quand sa femme lui a dit « mais tu ne te souviens plus de la lettre
de notre fils, Paul l'a regardé avec surprise, hein, avec une sorte presque d'indifférence. Il était dans ce que j'appelle un déni sincère. Et le déni sincère, hein, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est même à l'origine, hein, de la somatisation. Nous en avons déjà parlé, hein, mais je pense utile de le repréciser. Il se trouve que le soir même de cette consultation avec Paul, une étudiante en médecine était venue me présenter sa thèse sur l'hypothèse ou la possibilité d'un lien entre le cancer du sein et un stress. Elle avait fait une étude sur plusieurs centaines de cas et, à ma grande surprise, elle n'avait trouvé aucun lien statistique. Les chiffres étaient à peine différents. Elle n'avait trouvé aucun lien statistique évident, hein, entre donc, le stress et l'apparition d'un cancer du sein. Sur quand même plusieurs centaines de cas. Donc, je veux dire que c'était une étude sérieuse. Et devant mon étonnement, elle m'avait expliqué effectivement qu'elle avait tout fait dans les règles en envoyant à chacune de ses patientes un questionnaire, hein, une page A4, avec une liste de stress possibles, avec en face 3 cases à cocher, oui, non, peut-être, oui, non, peut-être. Hein, donc sa liste était assez complète. On y trouvait entre autres tromperie du conjoint, bien sûr, mais aussi divorce, déménagement, licenciement, problèmes avec les enfants, enfin, tout ce qu'on peut considérer comme stress, hein, connu. Donc c'était un travail sérieux. Sauf que cette étudiante qui avait envoyé ce questionnaire donc, à des centaines de patientes n'avait pas pris le temps d'en voir une seule. Et comme elle m'expliquait, mais ce n'était pas le but, hein, je fais un travail statistique. Je ne vais pas perdre mon temps à voir 300, 400, 500 personnes. Hein, j'en ai pas la possibilité. Mais voilà, je fais une étude statistique. Et là, je lui ai parlé de l'histoire de Paul que je venais de voir dans l'après-midi, et je lui ai dit, mais cet homme-là, hein, il aurait été tout seul dans son bureau devant votre questionnaire, il aurait coché non partout. Hein, quel stress, eh ben, comme je l'avais vu dans l'après-midi, non, 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 tout va bien, tout va bien. Et j'ai ajouté, votre histoire, ça m'évoque une image, si vous permettez. Imaginez que vous soyez devant un champ de pommes de terre et que l'on vous demande de prendre de la hauteur pour compter les pommes de terre. Eh bien, objectivement, vous n'en verrez aucune. Vous n'en verrez aucune parce que pour les voir, non seulement il faut les déterrer, mais il faut creuser pied par pied, pied par pied. Et si vous ne le faites pas, si vous ne creusez pas pour chaque patient, vous ne trouverez pas l'aspect subjectif, hein, donc, que j'évoque actuellement, et en particulier la psychogénèse de la maladie. Alors, bon, pour ceux qui connaissent l'histoire de Paul, je n'insiste pas, mais cette histoire a une suite intéressante. Cette suite, elle s'appelle Myriam. Myriam, qui est une femme de 47 ans, qui avait un cancer du sein gauche apparu 2 ans après le décès de sa mère. Et quand Myriam a reçu le questionnaire de cette étudiante en médecine, elle a vu la case deuil et elle a coché oui sans hésiter. Hein. Ben oui, elle avait vécu un deuil 2 ans auparavant, voilà. Donc elle coche la case et ça lui paraissait évident. Sauf que quand elle m'a raconté, comme Myriam m'a raconté cette histoire, devant cette évidence, il y avait quand même 3 choses qui m'interpellaient. D'abord, toutes les personnes qui ont un deuil ne font pas de cancer, hein, heureusement, sinon il n'y aurait plus grand monde. Ensuite, le sein gauche évoque a priori une difficulté soit avec des enfants, soit avec un homme. Et enfin, 2 ans entre un stress et l'apparition d'un cancer, de mon point de vue, c'est un délai assez long. Je vous ai déjà expliqué ma position sur la question, hein, puisque les médecins classiques estiment qu'il faut entre 5 et 7 ans pour qu'un cancer apparaisse. Ils partent de l'hypothèse que la maladie part d'une cellule. Alors évidemment, une cellule, le temps qu'elle se divise, qu'elle en fasse 2, 4, 8, etc., par la mitose, il faut effectivement 5 à 7 ans pour qu'une maladie de la taille d'un cancer apparaisse. Sauf que le plus souvent, cette maladie qui se présente un peu comme une sorte de révolte, ce n'est pas une cellule qui va comment dire, se révolter. C'est tout d'un coup, ça disjoncte, c'est comme mai 68.
hein, tout le monde se retrouve dans la rue, c'est 100, c'est 1000 cellules, c'est 10 000 cellules qui vont se révolter en même temps, et du coup, le délai n'est plus de 5 à 7 ans, il est de 5 à 7 mois, hein, ce qui change quand même beaucoup la donne. Et 2 ans, ça me paraissait effectivement long entre le deuil et l'apparition de sa maladie. Donc, j'en ai fait la remarque à Myriam en lui demandant si dans ce deuil, quelque chose l'avait touchée dans l'image qu'elle a d'elle-même. Hein, parce que j'en ai parlé, j'y reviendrai, c'est lorsque nous sommes touchés dans l'image que nous avons de nous-mêmes que nous avons tendance à somatiser. Elle a réfléchi et après une courte réflexion, elle m'a dit « Ah, vous avez peut-être raison, c'est vrai que quelques mois après le décès de ma mère, mon frère s'en est pris violemment à moi à propos de l'héritage. J'avais longtemps gardé ma mère à la maison et mon frère m'a accusé d'en avoir profité pour vider ses comptes en douce et pour me servir au passage. » Et Myriam, qui était une femme très honnête, hein, qui avait toujours tenu les comptes avec beaucoup de rigueur, s'était sentie injustement accusée. À ce moment-là, je lui ai demandé quels étaient ses rapports antérieurs avec son frère. Et elle m'a dit, mais c'est mon petit frère, je l'ai toujours un peu protégé. J'étais pour lui comme une seconde maman. Hein, voilà, j'étais pour lui comme une seconde maman. Tout s'est passé comme si tout se passait, comme si Myriam avait été touchée dans son organe maternel, hein, au niveau de son identité, identité de petite maman envers son frère. Et là, je vous pose une question. Comment une étude statistique pourrait-elle toucher du doigt une telle subtilité dans les sentiments de cette personne et dans la nature de la douleur morale qu'elle exprimait dans sa maladie? Myriam avait coché la case deuil, mais ce n'est pas le deuil qui l'a rendu malade. Autrement dit, les chiffres sont trompeurs. Ils sont trompeurs et ils nous trompent deux fois. Ils nous trompent d'abord parce qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui, ça peut peut-être changer, mais aujourd'hui, ils ne sont pas capables de rendre compte de la subtilité des choses et cela peut nous induire en erreur. Ensuite et surtout, ils nous trompent parce qu'ils prétendent être objectifs. C'est chiffré, c'est mesurable, donc c'est objectif. Hein, et c'est à ce moment-là un argument imparable. Mais qui veut dire quoi, en fait? Certains chercheurs sont conscients de cette difficulté et ils essayent de mettre au point des études pour mesurer le sujet en mesurant le comportement. Mais le problème, c'est que quand vous mesurez le comportement, ces études ne vont pas mesurer les ressorts intimes de ce comportement. C'est comme si vous regardez une voiture qui quitte la route, tantôt elle part à gauche, tantôt elle part à droite, et vous dites, ah oui, c'est parce que le volant tourne à gauche et le volant tourne à droite. Mais qu'est-ce qui tient le volant, hein? Qu'est-ce qui se passe derrière, hein, ce comportement? C'est un peu, si vous voulez, cette difficulté, cette question, c'est un peu comme la quadrature du cercle, un peu comme en physique quantique, ce fameux principe d'incertitude qui fait que vous ne pouvez pas connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule subatomique. Autrement dit, c'est un peu la même chose. Dès que vous essayez de mettre l'humain en chiffres, vous perdez le sujet. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein, je rassure les personnes partisanes de l'objectivité. Dès que vous collez au sujet, vous prenez le risque de perdre votre objectivité. Hein, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est souvent difficile pour un médecin de soigner ses proches, parce qu'il est trop subjectif dans sa démarche. Alors, comment résoudre cette contradiction? Autrement dit, comment réconcilier ces deux approches? Elles sont complémentaires comme les deux faces d'une même pièce, mais ces deux faces ne regardent pas dans la même direction, et du coup, à chacune, il manque quelque chose. J'en donne un exemple, deux exemples pratiques. Hein, quand un malade vient me voir et qu'il pose son épais dossier sur la table, hein, avec les bilans et le diagnostic, en me disant « c'est tout là, docteur, c'est tout là », pof. Moi, ça me laisse sans voix, ça me laisse démuni, parce que, d'accord, hein, il y a l'histoire des médecins consultés, mais il n'y a pas du tout l'histoire de ce qu'a vécu le patient avant d'être malade. Hein. Et, ça ne me dit absolument rien de ce qu'il a vécu et ressenti. Inversement, quand un malade va voir un médecin classique en lui apportant un petit carnet, hein, dans lequel il a noté chaque jour tout ce qu'il a vécu et ressenti, ce médecin va l'écouter avec bienveillance et empathie, mais en même temps, les bras vont lui tomber parce qu'il ne peut guère aller plus loin, parce qu'il ne dispose pas d'outils pour intégrer cette approche. Hein. Les outils dont il dispose n'ont pas été conçus, hein, pour l'approche subjective.
Et ce qui fait que parfois, certains patients se plaignent d'une médecine déshumanisée, mais ils seraient surpris d'apprendre que de nombreux médecins classiques, eux aussi, en souffrent. Ils ne vont pas en parler à leurs patients, mais ils en souffrent. Et ils souffrent d'un sentiment d'impuissance face à ce que disent leurs patients, tout simplement parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et la souffrance des soignants, c'est un sujet, effectivement, d'études et de, comment dire, de rencontres de soignants entre eux. Cette affirmation de Niels Bohr, ce qui ne se mesure pas n'existe pas, ça me rappelle aussi une situation que j'ai vécue il y a 40 ans quand j'étais jeune médecin. J'avais été appelé à 23 heures auprès d'un travailleur immigré qui était hébergé alors avec 3 de ses collègues dans un conteneur de la Sonacotra. Vous voyez les conteneurs métalliques, ces conteneurs qu'on voit sur les gros chantiers et qui servent effectivement, dans certains cas, à héberger les ouvriers. Et quand je suis allé le voir, j'ai trouvé un homme qui était plié en deux sur son lit et ses camarades qui le regardaient souffrir sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et ça ressemblait à une crise de colique néphrétique. Je lui ai donc fait une piqûre antalgique et je l'ai envoyé à l'hôpital. Et puis, mon devoir accompli, si j'ose dire, je suis rentré chez moi, je me suis couché. Et le lendemain matin, à l'époque, j'habitais dans mon cabinet, enfin, à côté. Le lendemain matin, quand j'ouvre la porte de mon cabinet, je vois ce malade que j'avais expédié la veille à l'hôpital. Je le retrouve plié en deux, devant la porte, plié en deux comme la veille. Alors, je téléphone à l'hôpital, qui me répond écoutez, on n'a rien trouvé, alors on l'a renvoyé chez lui. Bon, je me suis dit ok, c'est l'équipe de nuit, peut-être que l'interne était fatigué. Alors, je l'ai renvoyé à l'hôpital en espérant que l'équipe de jour le prenne un peu plus au sérieux. Et donc, ceci fait, à midi, je déjeune et en début d'après-midi, j'ouvre la porte et je revois le même malade dans la même position, plié en deux, en train de se tordre de douleur. Je rappelle l'hôpital qui me dit mais les bilans sont normaux, objectivement, il n'a rien. Comme disait Niels Bohr, ce qui ne se mesure pas n'existe pas, donc il a pas mal, puisqu'il n'a rien, il a pas mal. C'en était presque caricatural. Alors, j'ai dit à l'hôpital, enfin j'ai dit à l'interne que j'ai eu au téléphone, j'ai dit ok, c'est une douleur subjective, je n'ai aucune raison de ne pas vous croire, mais ce malade a mal, dites-moi ce que je dois faire. J'ai joué l'imbécile numéro 4 bis, dites-moi ce que je dois faire. Pas de réponse. Sauf que au moment où j'ai posé la question, une idée m'est venue à l'esprit. À l'époque, j'étais encore jeune médecin, comme je vous l'avais dit, je n'étais pas encore bien assuré dans ma pratique de l'homéopathie, mais je savais que colocyntis, un remède dérivé de la colocynte, était efficace pour traiter des douleurs améliorées en étant plié en deux. Une autre clé de ce remède est maladie suite de colère. À la suite d'une violente colère, colocyntis peut être un remède intéressant. Cet homme parlait très mal le français, donc il était toujours recroquevillé. Je me suis penché vers lui et je lui ai simplement dit « colère ». Il a entendu, il a compris ce que je voulais dire. Il m'a regardé à ce moment-là avec un regard noir d'animal blessé et il m'a répondu « si, si ». Voilà. Et du coup, je lui ai donné une dose de colocyntis. 10 minutes après, magie, il s'est déplié, il s'est relevé, il m'a remercié et il est reparti chez lui tout seul sur ses deux jambes. Alors, qu'est-ce qu'il a guéri? Est-ce que c'est la dose de colocyntis ou est-ce que c'est le fait d'avoir été entendu? Ou peut-être les deux. Ça, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, il a été guéri. Alors, c'est une histoire, vous allez dire, un peu caricaturale, mais je la présente aussi comme un plaidoyer pour une médecine plus humaine. Ce que j'appelle une médecine humaine, c'est une médecine dans laquelle nous allons écouter le malade avant les chiffres. Bien sûr, nous avons besoin des chiffres. Nous avons besoin d'objectivité, de bilan, de mesures, mais ne partons pas de l'idée que ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Par exemple, l'homéopathie ne s'explique pas. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui comment ça fonctionne, même si on a quelques idées, quelques hypothèses sur le mode d'action de l'homéopathie. Mais son efficacité ne peut pas se prouver par des statistiques, comme on vient de le voir avec
l'histoire de Marc et de Pierre, et pourtant, elle existe, et tous les jours, elle va soulager et guérir des milliers de malades. Alors, j'en viens à la question, comment réconcilier ces deux approches, hein, l'écoute du subjectif et l'ancrage dans l'objectif? Tel que je vous les présente, cela ressemble un peu, comme je vous le disais, aux deux faces d'une pièce de monnaie, hein, ce qui revient à dire qu'elle regarde dans deux directions opposées. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact, hein. Pour être plus juste, je vais vous proposer de laisser un temps de côté cette image de la pièce de monnaie et de nous inspirer du symbole du Tao, hein, là où le yin va renaître au plus profond du yang et inversement, hein. C'est au moment du yang le maximum que le yin commence à poindre et refaire surface. Donc c'est un symbole évidemment d'une grande sagesse et nous allons justement mettre cette sagesse à profit. Autrement dit, nous allons voir comment nous pourrions essayer de mettre une dose d'objectivité dans l'approche subjective et inversement. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par l'approche subjective. Quand on cherche la cause émotionnelle d'une maladie, les situations qui nous contrarient, on peut toujours en trouver, hein. On a tous des choses qui ne sont pas réglées, mais qu'est-ce qui nous prouve l'existence du lien de cause à effet? Je suis malade, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, j'ai vécu ceci, cela, donc c'est parce que j'ai vécu ceci, cela. Mais ce n'est pas une preuve, ça c'est une hypothèse, hein, parce qu'après tout, les coïncidences existent et elles sont plus fréquentes qu'on l'imagine, hein. Ensuite, ce n'est pas parce que nous éprouvons du chagrin ou de la colère que nous allons les somatiser, hein. Quand j'ai écrit mon premier livre il y a un peu plus de 20 ans, c'est une des premières questions qu'on m'a posées, mais vous parlez de somatisation, de colère comme ci, comme ça, mais pourquoi toutes les colères ne nous rendent-elles pas malades, hein? Et ça, j'ai essayé de le développer dans les livres suivants, et nous en reparlerons lors de prochaines soirées. Donc, les partisans d'une médecine pragmatique, basée sur les preuves, peuvent nous dire à juste titre, arrêtez de délirer, qu'est-ce qui nous prouve la relation de cause à effet entre, par exemple, une émotion et un cancer, hein? Et où sont vos statistiques, hein? Ce à quoi je réponds deux choses. Côté statistique, à l'heure actuelle, on ne peut pas mesurer le subjectif, donc ce n'est pas la peine d'insister, on n'aura pas de ce côté-là de preuves avant un certain temps, hein. En revanche, il est tout à fait possible de nous appuyer sur des éléments objectifs, même en abordant le subjectif, sans forcément avoir recours à des chiffres, à des mesures ou à des bilans, hein. Et pour explorer objectivement le lien entre une émotion et une maladie, nous avons trois outils. Le premier de ces outils, la clé, si j'ose dire, c'est la chronologie précise des événements. Et quand je parle de chronologie précise, hein, il faut savoir qu'une maladie à début brusque avec des symptômes violents ne va pas venir d'un événement qui a été vécu 2 ans auparavant. Il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans la chronologie. Et si nous sommes précis dans la chronologie, nous pourrons avancer une hypothèse sur la relation de cause et effet. Petite parenthèse en passant, il n'est pas rare que plusieurs événements, coexistent et qu'on ne sache pas entre tous ces événements lequel nous a rendu malade. Eh bien, à ce moment-là, la question à se poser, ou la question à poser à votre malade, c'est lequel de ces événements vous a le plus touché dans l'image que vous avez de vous. Bref, la chronologie va nous orienter, mais à elle seule, elle n'apporte pas de certitude, elle va apporter, on va dire, une direction, une hypothèse que nous allons essayer d'explorer. Et c'est ici que va intervenir le deuxième outil auquel j'attache beaucoup d'importance, que j'appelle la cohérence, hein. Ce deuxième outil, c'est la cohérence entre ce qui est ressenti et l'apparition de la maladie physique. Par exemple, un chagrin ne va pas donner de réaction inflammatoire, hein. L'inflammation, c'est de la colère, ce n'est pas du chagrin. Sauf si, bien sûr, une colère se cache derrière ce chagrin, hein, comme on le voit souvent, par exemple, dans des polyarthrites, notamment des polyarthrites rhumatoïdes. Il n'y a pas que le ressenti, il y a aussi l'endroit où la maladie se produit, hein, qui doit également être en cohérence avec la situation vécue. Par exemple, une lésion du larynx va évoquer une difficulté à dire quelque chose, et une lésion de l'endomètre, hein, du corps de l'utérus, va se faire l'écho d'une difficulté
vécu dans le nid familial, etc. Donc, il ne suffit pas de dire « je suis malade parce que j'ai vécu ceci ou cela ». Pour que ce soit cohérent, il faut répondre à 3 questions. Et tant que vous n'avez pas répondu aux 3 questions, il peut y avoir un doute. Qu'est-ce que je ressens, où je le ressens et depuis quand? Par exemple, si vous faites une cystite après une contrariété, vous avez répondu à la question depuis quand. Mais demandez-vous pourquoi une cystite et pourquoi la vessie, pourquoi une inflammation et pourquoi la vessie. Donc, l'inflammation, c'est du feu, ok, c'est de la colère, d'accord. Donc, j'étais contrarié, j'étais en colère, donc c'est normal que j'ai une inflammation. C'est cohérent. Mais pourquoi la vessie? Pourquoi pas la gorge? Pourquoi pas la rate? Pourquoi pas l'estomac? Eh bien, la vessie, il faut savoir que nous sommes des mammifères et comme les mammifères se servent de leur vessie pour marquer leur territoire, j'ai remarqué que les problèmes de vessie, enfin, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, nous sommes un certain nombre de chercheurs dans ce domaine, les problèmes de vessie sont presque toujours liés à des questions de territoire. Donc, j'insiste beaucoup sur cette notion de cohérence et sur la nécessité de répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce que je ressens? Où je le ressens et depuis quand? Parce que si on se focalise seulement sur la question depuis quand, sans se poser les 2 autres, le risque est grand à ce moment-là de s'attacher à une explication commode dont nous allons intellectuellement nous satisfaire, mais en passant à côté de ce que la maladie cherche à nous dire. Le 3e outil, je vais vous surprendre, mais le 3e outil, c'est le résultat. Quand vous touchez du doigt le lien de cause à effet, que ça vous amène à prendre conscience et qu'il y a un résultat. Vous vous souvenez par exemple de l'histoire de Nicolas, dont je vous avais parlé lors d'une causerie précédente, ce jeune garçon qui avait fait une forte angine après avoir reçu une gifle de son père devant les petits camarades. Vous imaginez l'humiliation qu'il avait pu ressentir. À ce garçon, j'avais donné une dose de Staphysagrilla. C'est un remède qui n'a aucun effet antibiotique. C'était une dose à 15 CH diluée à 10 puissance moins 30. Ça n'avait aucun effet antibiotique. Mais l'efficacité de ce remède a été prouvée sur les maladies consécutives à une humiliation. Et quand j'ai donné cette dose de Staphysagrilla à Nicolas, le soir même, il allait déjà beaucoup mieux. Et le lendemain matin, il était complètement guéri. Et quelquefois, la simple prise de conscience suffit à la guérison, pour autant que la personne, bien sûr, soit en mesure de faire la paix avec sa blessure morale. Parce que je vois aussi des patients qui prennent conscience du lien de cause à effet, mais la blessure est toujours là, et tant qu'elle est toujours là, tant qu'ils n'ont pas fait la paix, la maladie, évidemment, continue de se nourrir de cette émotion toxique. Voilà. Donc, vous voyez, même sans avoir recours à des données chiffrées, nous ne manquons pas de moyens objectifs et ni d'une certaine rigueur pour explorer le domaine subjectif. Alors, cela dit, si je peux me permettre aussi de donner un conseil aux partisans d'une médecine pure et dure, basée sur les preuves et sur rien d'autre, je leur demanderai 3 choses. D'abord, avant de convertir en langage médical les symptômes de votre patient, prenez bien soin de noter les termes qu'il utilise pour décrire ses troubles ou son mal-être. Ensuite, mais la plupart le font déjà, notez ce que le patient a vécu peu avant l'apparition de la maladie, en lui demandant non seulement ce qu'il a vécu, mais aussi ce qu'il a ressenti par rapport à ce vécu, et aussi pourquoi il l'a ressenti ainsi. Alors, ça peut vous paraître évident, mais si un jour vous voulez aller plus loin avec ce patient, il sera utile de remettre en question cette évidence avec lui. Parce qu'après tout, si ce qu'il ressent est juste, est-il juste que ça le rende malade? C'est une question bête. Si ce que je ressens est juste, est-ce que c'est juste que ça me rend malade? C'est une question bête, mais pas tout à fait anodine. Et enfin, comparez les deux. Comparez le ressenti du corps et celui du vécu émotionnel qui a précédé de peu la maladie, et vous verrez à quel point le ressenti physique est une réplique à la virgule près du ressenti moral. Devant une lésion, avant de la cataloguer, écoutez-la non pas comme une réalité, mais comme une métaphore. Un peu comme si le corps était un écran sur lequel se projettent les tourments de l'âme. Alors, je vous rassure, la lésion n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Mais si vous la regardez comme une métaphore, vous commencerez peut-être à la découvrir sous un autre angle, et à ce moment-là, quelque chose va pouvoir s'ouvrir. Et alors, nous pourrons découvrir ensemble combien les 2 faces de la pièce
vont s'éclairer l'une par l'autre. Et je pense que le jour où les tenants de ces deux approches de la médecine feront ce pas l'un vers l'autre, ce sera une formidable aventure. Voilà, je vous laisse la parole maintenant pour les questions. Et je te remercie, Joachim, aussi de ton introduction tout à fait passionnante et passionnée. Bonjour docteur, je suis Lorraine. Oui, c'était vraiment très intéressant et autant de se mettre du côté patient où j'ai vécu l'échelle de la douleur et le fait d'être un cas et celui aujourd'hui finalement d'être thérapeute et de rencontrer des personnes. Et du coup, ça, voilà, ça m'apporte, c'est très enrichissant et je vous remercie beaucoup. Merci, merci. C'est bien d'avoir vu, j'ai vécu aussi l'endroit et l'envers de la situation. Hein, et je reconnais qu'on a besoin quand même si on travaille avec de l'objectif, on a quand même besoin de pouvoir s'appuyer avec confiance sur le médecin qui s'occupe de vous. D'accord. Moi, ce qui m'interroge, et en tous les cas, ce qui m'est bon d'entendre, c'est le fait de faire la paix avec sa propre blessure. C'est la blessure morale et la blessure de l'enfant qu'on a été. Oui. Oui, 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 oui. Oui, là, vous touchez du doigt une question importante, hein, mais si vous voulez, je pense que l'évolution de notre existence n'est pas linéaire. Le temps, enfin, ça j'en ai parlé lors d'une autre soirée, le temps de notre vie n'est pas linéaire et il est cyclique. C'est-à-dire que je vous ai parlé aussi de ces phénomènes d'octave, de ces choses qui se reproduisent dans des cycles du temps. Et c'est un peu, si vous voulez, comme si notre évolution se faisait comme une spirale. Hein. Et donc, dans cette spirale, il nous arrive de revenir sur un point douloureux, mais à l'étage au-dessus. Et après de repasser une fois ou deux dessus, la conscience entre-temps a mûri et nous prenons de la hauteur, nous prenons de la distance. Et c'est ce qui nous aide petit à petit à nous détacher de ce vécu et à faire la paix avec les fantômes du passé pour pouvoir comment dire, rendre au passé les fantômes qui lui appartiennent. Et c'est vrai que quelquefois, ça peut se faire, ce genre de détachement, ça peut se faire à travers une crise existentielle, parfois aussi à travers la maladie, parce que je connais un certain nombre de personnes qui ont eu un cancer qui était pour elles une occasion de renaissance, hein, tout remettre en place, si vous voulez. Hein, donc, la cellule cancéreuse, donc elle redevient comme à l'état immature, ça veut dire quoi? Ben, ok, je repars à zéro. Je repars à zéro et puis je me reconstruis. Vous voyez, il y a effectivement cette renaissance qui est importante. Et renaissance a une autre image de nous-mêmes parce que, en fin de compte, ce qu'il faut retenir dans cela, c'est que ce qui a été blessé, c'est l'image que nous avons de nous. Hein. Et l'image que nous avons de nous, ça n'est pas forcément nous. Hein. C'est une image à laquelle nous nous sommes attachés, à laquelle nous nous sommes identifiés. Et quand, par ces prises de conscience successives, nous nous rendons compte que nous sommes plus grands, plus vastes que cette image, à ce moment-là, nous pouvons la regarder avec bienveillance, hein, avec amour, et sourire de ce qui a été vécu. Hein. C'est une autre, vous parlez de l'enfant intérieur, une autre image encore par rapport à ça, c'est un fleuve qui s'écoule dans un paysage, hein, qui tantôt traverse des paysages fleuris et souriants, tantôt des paysages immondes avec de la boue, avec tout ce que vous voulez. Le fleuve n'est pas le paysage qu'il traverse, le fleuve, c'est un élan vers l'océan. Hein. Donc, c'est, je crois surtout, la question de savoir qui je suis, c'est une question d'identification. Il m'est arrivé, je ne le fais pas systématiquement, mais par exemple, pour ces femmes qui, dans leur enfance, ont subi une agression sexuelle ou un viol. Hein, bon, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'un homme peut dire en plus, hein, sur cette question-là? Il m'est arrivé de leur faire une suggestion, de leur dire, mais écoutez, peut-être, au fond, que cette âme, votre âme, si on veut l'appeler comme ça, vous a permis de vivre cela pour que vous preniez conscience que vous n'êtes pas cela. C'est-à-dire, je l'ai vécu pour comprendre que je ne suis pas cela, pour pouvoir dire non. Hein, c'est peut-être un peu raccourci ce que je dis, mais
nous avons des expériences qui nous aident aussi à nous définir. Nous ne sommes pas les expériences que nous avons vécues. L'expérience nous aide à nous définir, mais ne nous identifions pas à ce qui a été vécu. Merci. Je vous en prie. Si on n'arrive pas à faire la paix avec, par exemple, ce type d'agression sexuelle, il y a des cas où ça se reproduit sur les propres enfants de la personne. Elle a vécu ça et elle va, avec des erreurs qu'elle fera probablement, le faire vivre à ses propres enfants. J'ai un cas dans ma famille proche et en plus ce cas me pose un gros problème parce qu'elle vient de faire un AVC avec des problèmes d'obésité à 45 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui, c'est ma nièce, c'est ma filleule, mais elle avait beaucoup de facteurs de risque. Mais effectivement, il y a eu des traumatismes importants dans son enfance, avec une mère diabétique insulinodépendante qui a eu beaucoup de maladies, qui est décédée. Donc, elle a perdu ses 2 parents à 69 ans. Elle avait en dehors des problèmes d'obésité, des problèmes de tachycardie. Et puis l'obésité qui s'est aggravée avec le confinement et la dépression a favorisé les apnées du sommeil. Donc, tout ça aidant, ça faisait beaucoup. Et elle avait des anticoagulants à cause de la tachycardie qu'on n'avait pas pu soigner, qu'elle a arrêté pour des règles hémorragiques. Donc, voilà le topo. Quelques jours par mois, elle l'a arrêté. Donc, l'accident a eu à Pâques, c'est assez récent, avec une lésion de l'artère sylvienne, une grosse lésion cérébrale et une hémiplégie gauche. Actuellement, elle est hospitalisée à l'hôpital Sud et elle est en train de récupérer un petit peu la marche difficilement, mais le bras très peu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué parce que je pense beaucoup à ce cas-là, parce que c'est ma filleule et ma nièce. Et effectivement, elle a eu un passé troublé, difficile. Et ce problème d'agression sexuelle dont vous parlez, sa fille a vécu un peu la même chose suite à un mauvais conjoint après un divorce. Donc, cette histoire est un peu compliquée, mais ça me faisait écho avec tout ce que vous disiez, parce que finalement, il y a une mauvaise image de cette jeune femme. Ma sœur était pharmacienne qui elle-même n'a pas passé le bac, donc elle pensait que sa maman la voyait un peu comme une idiote. Donc elle était complexée, on va dire. Et elle a toujours eu des problèmes d'obésité, en étant enfant unique en plus, avec ce mauvais terrain. Grosse dès qu'elle était petite, à la naissance aussi, prématurée mais grosse. Et ça, à partir de l'adolescence, elle a toujours eu des problèmes de surcharge pondérale, mais avec une obésité morbide. On était monté pendant le confinement à 160 kilos, alors qu'on était à 120 dans les bonnes périodes. Enfin, quand elle avait fait des régimes qui l'avaient fait perdre du poids. Et c'est une fille qui est grande, qui est une jolie fille en plus. Voilà. Donc, je vais résumer un peu rapidement le cas. Oui. Bon, mais c'est vrai que ce sont des situations douloureuses en même temps, si vous voulez, quand je vous écoute. Bon, ça ne s'applique pas forcément aux questions d'agression sexuelle, mais… Il y avait ça en l'occurrence, mais je me disais, est-ce que finalement, on n'arrive pas forcément, et sa fille qui a eu ça, voit une psychologue, mais elle avait l'air de dire que c'était, à sa maman, elle lui disait que c'était difficile de tourner la page. Il y a eu des mauvais traitements sur sa fille aussi pendant quelques mois, un conjoint qui était un Anglais qui a eu des attouchements sur sa fille, qui est en 6e, donc elle a 11 ans et demi, sa fille, vers l'âge de 11 ans, et c'est pas évident même en parlant, de tourner la page. Ça doit être un processus long, je pense, qu'on retrouve après, nous, en ayant fait de la gynécologie. Les femmes qu'on ne peut pas examiner avaient souvent subi elles-mêmes des sévices ou des attouchements. Et il y avait une sorte de blocage dans l'examen gynécologique, par exemple. Il ne fallait pas qu'un homme les examine, enfin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le problème, effectivement, c'est que dans la mémoire de cette personne, sa mémoire a intégré quelque chose qui va coller à l'image qu'elle a d'elle-même. Donc, et du coup, c'est quelque chose qui reste douloureux parce que l'image a été salie. Si vous pouviez, comment dire, porter cette image comme un vêtement et vous en détacher en disant, bon, c'est pas moi, c'est mon vêtement qui est sale, ok, je change de vêtement, ça serait plus facile. Mais le problème, c'est que nous sommes identifiés à cette image de nous, et non seulement nous sommes identifiés à cette image de nous, mais plus j'avance et plus je me rends compte que pour vous donner, on trouve une parole dans les évangiles par rapport à ça, quand Jésus, quand un maître va voir Jésus en lui disant mon serviteur est malade, il faut faire quelque chose pour lui. Et alors Jésus se lève en disant bon, je t'accompagne, où habites-tu? Et ce maître habitait loin. Il avait fait un grand trajet pour rejoindre Jésus. Et le maître a dit à Jésus, mais Seigneur, non, il faut que j'aille voir. dites une parole et puis mon serviteur sera guéri. Et Jésus lui a répondu, qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Alors, qu'il te soit fait que selon ce que tu crois, j'ai presque envie de vous proposer de
d'isoler cette phrase de son contexte. Et effectivement, on se rend compte qu'il nous est fait selon ce que nous croyons de nous. C'est-à-dire qu'il y a par résonance ce que nous croyons de nous, évidemment, dont nous avons hérité aussi, c'est-à-dire que dans notre héritage, dans le discours familial, dans tout ce que nous avons appris, il y a une sorte d'identification, et cette identification va engendrer la réalité. Il y a un phénomène de miroir, la réalité nous renvoie en miroir ce que nous croyons de nous. Et c'est sûr que si vous pensez être, comment dire, si une femme pense être un moins que rien, une moins que rien, elle va épouser un homme qui la méprise. Je veux dire qu'il y a une espèce de miroir, de reflet, et effectivement, de par ces phénomènes d'identification de nature familiale, certains enfants se retrouvent exposés malgré eux. Non, regarde, c'est en train de la photo de Ronnie. Regarde quand même. Je comprends. Voilà, donc tout le travail à faire, effectivement, c'est d'arriver à se désidentifier de ça. Vous sortez, vous savez, quand vous allez au cinéma, vous sortez de la salle de cinéma et puis la porte se referme derrière. C'est une porte qui ne s'ouvre que dans un sens et pas dans l'autre. Vous avez votre beau manteau, la porte se referme, clac, sur votre manteau. Bon, elle s'est refermée sur votre manteau et vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas rester bloqué indéfiniment comme ça. À un moment donné, il faut changer de manteau. Il faut dire, OK, bon, je renonce à ce manteau, je renonce à cette identification. C'est facile à dire, mais on en reparlera quand je vous parlerai de la théorie des 3 portes et surtout de la clé de sol. Il y a des moyens pour essayer de faire la paix avec ce que nous avons vécu. Mais bon, on va y consacrer une soirée entière, mais simplement, si vous voulez, encore une fois, c'est une question d'identification. C'est d'arriver à se dire, je suis cela. Et non, je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Je l'ai vécu, comme le fleuve a traversé un marécage, mais je ne suis pas ce marécage. Ce n'est pas moi. Ce que je suis, moi, c'est un élan vers une partie plus vaste de moi-même. Je suis un élan vers l'océan, vers la lumière. C'est très beau. C'est très beau ce que vous dites, docteur Dransart. Et moi, je voudrais juste témoigner, puisque j'ai eu une consultation avec vous et que j'ai été assez bluffée. Mais ce dont je veux témoigner, en écho aussi à ce que vous avez dit, c'est la réparation qui peut venir du thérapeute quand même. Et notamment là, à travers ce que vous disiez, cette sensation qu'on peut avoir d'être sali quand on a subi des choses. Et moi, j'ai été extrêmement touchée et j'ai envie de dire vraiment réparée, je pense. Alors, on verra dans le temps ce que ça donne, mais par l'infinie attention, l'infinie écoute et respect dont vous avez fait preuve à mon égard. Et c'est vraiment un exemple. Je suis moi-même soignante et vraiment, je pense que ça me marquera. Voilà, je dis voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais vous savez, je vais vous dire en toute humilité, quand des patients viennent vers moi, j'ai bien conscience que je ne suis pas le guérisseur. Simplement, c'est comme si, si vous me permettez cette expression, c'est un peu comme un contact d'âme à âme. C'est-à-dire que l'âme du patient se met en accord avec l'âme du guérisseur et quelque part lui suggère les paroles à dire. Ce que je dis dans la réalité, voilà, dans une consultation, ce qui peut venir, ce n'est pas prémédité, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit ou qui me vient là, si vous voulez, au niveau du cœur, mais qui est déjà chez le patient. Et c'est l'âme du patient qui me suggère. Vous voyez, c'est une sorte de... C'est vraiment perçu comme ça, parce que c'est le cheminement, c'est moi qui l'ai fait, enfin, je veux dire, vous ne pouviez pas, mais c'est cette capacité à se connecter à l'âme et à ouvrir des champs de réflexion, parce que vous avez suggéré des choses et puis après on se débrouille avec ça. Je veux dire. Mais aussi l'écoute, qui est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Une vraie écoute, c'est extrêmement rare.
voilà, et c'est ça, effectivement, on retrouve peut-être la magie du guérisseur. Ouais. Alors, si vous voulez, à ma décharge, là, vous m'envoyez des fleurs, hein, je vous remercie beaucoup, vraiment. Non, mais et, après, c'est aussi des années de pratique, hein, mais je pense que, si vous voulez, le fait d'être relativement libéré d'une démarche diagnostique, parce que 9 fois sur 10, les patients qui viennent me voir ont déjà un diagnostic, hein, contrairement au médecin classique qui est devant la nécessité de faire le diagnostic. Je n'ai pas l'esprit encombré par la nécessité de faire les diagnostics, sauf exception, ça m'arrive aussi, hein, mais du coup, l'écoute en est d'autant plus facile, et d'autant plus qu'avec l'homéopathie, j'ai appris, comme je le disais tout à l'heure, à noter ce que me disent les patients. Si les médecins classiques voyaient mes dossiers, ils s'arracheraient les cheveux parce qu'il n'y a rien pour les intéresser dans ce que j'écris, hein, sauf peut-être de temps en temps échographie, tel résultat, etc., ou biologie, tel résultat, mais le 90% de mes notes, c'est la relation, c'est ce que me disent les patients. Et le fait de le noter régulièrement, jour, mois et année après année, effectivement, bah, ça développe forcément une écoute, quoi, hein. Mais bon, merci en tout cas, hein, merci de votre encouragement, je pense. Et du respect. Moi, ma petite ordonnance à 22h avec chère madame, et ben le cher madame, il était réparateur. Voilà. Vraiment, hein, le cher, c'est tout bête, hein, mais voilà, j'en témoigne parce qu'il y a d'autres. C'est. Voilà. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est vraiment un cheminement vers la remontée qui va au-delà du subjectif. Donc, vous l'avez si bien décrit. Et c'est très positif, non seulement, mais ça encourage et c'est vers l'évolution de l'humain. Merci. Il faut se sortir de cette matérialité, hein, d'une médecine qui, effectivement, se veut objective et qui essaie de se perfectionner, mais en niant le subjectif, elle nie aussi toute la dimension spirituelle, même nécessairement, hein. Il n'y a plus que des molécules, il n'y a plus que de la matière, et donc, du coup, il n'y a plus que de la fatalité, c'est-à-dire que les gens tombent malades par fatalité. Donc, c'est vrai que tout ça n'est pas très encourageant. Quand je vois des oncologues, par exemple, ils ne le disent pas, ils ne le montrent pas à leurs patients, mais ils sont tous ou presque déprimés de leur travail, hein, parce qu'ils n'ont pas, si on tient à la vision matérialiste, bon, c'est un coup à pas de chance, quoi, hein. Je suis tombé malade, c'est un coup à pas de chance, comme Alex Kahn qui dit, ben voilà, je vais mourir. Bon, il est persuadé qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. En tout cas, merci pour vos retours et pour vos témoignages. Quelle est la part d'intuition dans votre présence? Je dirais, elle est essentielle. Mais si vous voulez, elle est essentielle, mais pour moi, l'intuition, c'est pas quelque chose. Justement, l'intuition vient de l'écoute. Si je me projette, je bloque l'intuition. Et si j'écoute, l'intuition vient. Et je me souviens quand j'ai changé, hein, au cours de ma pratique. Avant, je ne travaillais pas du tout comme ça. Mais quand j'étais jeune médecin homéopathe pendant même presque une vingtaine d'années, je posais des questions, mais je continue de le faire, mais de façon peut-être moins systématique. Je posais des questions comme j'avais appris à le faire pour trouver le remède. Et je me disais, je dois trouver le remède et je dois trouver le remède. Et plus je me disais, je dois trouver le remède, ben, moi je le trouvais naturellement, parce que je passais à côté. Et quand j'ai commencé à lâcher un peu de ce côté-là, l'idée du remède m'est venue à l'esprit sans même que j'ai besoin de chercher. Parce que dans l'échange, voilà, une parole, tout d'un coup, ah oui, voilà, hein, mais pour ça, effectivement, il faut rester dans une certaine neutralité, ou dans une certaine écoute plutôt.
Une écoute intérieure. L'écoute intérieure, oui, c'est vrai. C'est l'écoute intérieure. Il n'y a pas, il n'y a pas de jugement. J'en parle souvent, hein, je dis souvent, le jugement nous égare. Et ce que je vois souvent dans le réflexe de certains amis allopathes, donc ils portent des jugements sur leurs patients. Alors, ça leur apporte un certain discernement que je n'ai pas toujours, hein, je me fais quelquefois avoir, mais en même temps, le fait de ne pas porter de jugement a priori, ça fait une écoute qui est naturelle. Et du coup, les choses passent plus facilement. Donc, si vous voulez, c'est un peu ce que je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'en reparlerai à propos des 3 portes. C'est cette idée que je propose. J'ai dit regarder, mais on pourrait dire aussi écouter. Dit, pour avoir le regard juste ou l'écoute juste, hein, il faut regarder sans juger, regarder sans désirer, regarder sans s'appliquer. Et regarder sans juger. Si on porte un jugement, ça bloque tout. On s'arrête au jugement que l'on porte, on va pas plus loin. Regarder sans désirer. Si j'ai le désir, par exemple, de trouver le remède, eh ben, je ne vais pas le trouver parce que mon désir va m'empêcher de le trouver. Et regarder sans s'impliquer, être, comment dire, attentif à ne pas engager là-dedans ses projections personnelles. Donc, on n'est plus dans l'ici et maintenant. Ou... Ah bah si. Ben si, parce que si vous voulez, on est dans l'ici et maintenant parce que être dans le moment présent, pour moi, être dans le moment présent, c'est pas être dans le moment temporel présent. Je pense que c'est peut-être cette question de temporalité dont il faut se détacher par rapport à la question du moment présent. Être dans le moment présent, c'est être dans la présence à soi-même ou la présence à l'autre. Hein, mais c'est une présence, c'est pas être dans le moment présent. Dès que vous dites je suis dans le moment présent, vous définissez un moment, donc vous définissez un temps et vous allez faire des tranches. C'est l'ici et maintenant, mais je ne l'appelle pas comme ça. C'est je suis présent. J'ai eu le sentiment que la consultation, c'était vraiment comme un temps arrêté. À un certain moment que ma logorée vous secouait un petit peu, mais qu'il y avait une sorte de retour à l'ancrage. Et comme vraiment, alors c'est François Roustan qui parle d'assises. Et vraiment, je trouvais que voilà, j'ai vraiment ressenti ça là, à certains moments où c'était un peu, voilà, hop, mais tac. Moi, j'ai eu une leçon magnifique parce que c'est, enfin voilà, enfin, c'est ça la présence, je crois. On peut avoir une écoute absente, on peut avoir une présence effectivement jugeante, désirante, et on peut être traversé en fait. On peut être aussi déstabilisé, ou on peut aussi, je vous rassure, hein, je suis loin d'être parfait, il peut m'arriver aussi de m'irriter, mais en général, ce qui m'irrite, et c'est là où mon désir intervient, c'est que c'est ces situations où la personne, comment dire, ne vient pas vraiment pour guérir, mais elle vient pour s'écouter. Donc elle tourne en rond, et là je suis impuissant. Et cette impuissance, effectivement, parfois maintenant ça m'irrite moins parce que j'ai quand même pris un peu d'âge, mais au début je me souvenais que je me heurtais à ça, et je voyais la personne tourner en rond, ça m'énervait. Hein, bon. Mais bon, on avance, hein, on devient un peu sage quand même. Hein. Merci du retour, en tout cas, vraiment, c'est plus que gentil. Merci beaucoup. Bonsoir Philippe, est-ce que tu m'entends? Oui. Non. Ah, c'est Jean-Marie. Ah, oui. Oui, alors j'ai souri un peu, mais souri tristement quand tu as dit effectivement que les oncologues, ils sont déprimés, mais ils sont surtout déprimants parce que moi j'ai eu beaucoup de patients qui étaient vraiment en rémission complète, guéris, et les oncologues refusaient de leur enlever leur chambre d'injection, hein, parce qu'ils disaient mais vous allez rechuter, si vous rechutez,
etc. Et j'ai le bon exemple de ma sœur, hein, qui a eu un cancer du côlon il y a 2 ans, diagnostiqué très vite, opéré, chimiothérapie, elle va très très bien. L'oncologue a plusieurs fois refusé d'enlever ce truc-là. Et bien, la semaine dernière, elle a fait une thrombose sur son. Alors, c'est parce qu'elle ne le supporte pas, quoi. Tu vois, apparemment, dans sa tête. Mais alors, de toute façon, je lui dis non, tu ne rechuteras pas, parce que, bien sûr, elle a changé totalement son hygiène de vie, elle ne fume plus, elle ne boit plus d'alcool, elle prend, disons, l'alimentation plutôt signalée, etc. Donc, tu vois, je lui dis non, tu ne l'écoutes pas. Bon, et j'ai eu plusieurs patientes comme ça que l'oncologue refusait, non, parce que, bon, tu vois, notre ami, et parfois aussi, au contraire, ils sont, même au départ, ils sont pessimistes. Hein. Notre ami Guy, avec qui il y a 3 ans, on a dit vous n'avez plus que 3 mois à vivre, rentrez chez vous, faites la fête, de toute façon, voilà, on vous donnera de la morphine pour que vous ayez pas mal quand vous mourrez. Lui, il a refusé. Hein. Donc, c'est vrai que les oncologues, ils ont des statistiques. Oui, ils disent telle maladie, tel cancer, tel machin, voilà, il y a tant d'espérance de vie. Oui. Et, enfin, voilà. Bon, ce que tu as dit aussi tout à l'heure sur des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles dans l'enfance, moi j'ai fait beaucoup d'hypnose, hein, et j'ai souvent eu des personnes qui ne comprenaient pas les symptômes qu'elles avaient, et puis effectivement on retrouvait et souvent ces personnes se disent je ne suis pas respectable, parce que je n'ai pas été respecté parce que je ne suis pas respectable, et souvent même se suicident. Hein, j'avais une famille comme ça où les 6 garçons, il y avait 9 enfants, je crois, les garçons violaient les filles. La mère était au courant, mais c'était au village, elle ne voulait souvent pas de qu'en dira-t-on. Donc une des sœurs s'est suicidée, l'autre est quand même venue me voir, on a pu un peu dénouer le problème, elle va beaucoup mieux. Et c'est vrai que et se sentent responsables. Et ouais, si on ne m'a pas respecté, c'est que je ne suis pas respectable, c'est que je ne suis pas digne de respect, quoi. Enfin, bon, j'ai pas voulu en parler, intervenir dans ta conférence tout à l'heure, mais bon, des petites choses comme ça qui m'ont interpellé. Et merci, c'est très intéressant. Hein. Ouais. Merci Jean-Marie. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit, bon, sans vouloir critiquer les oncologues, parce que je pense qu'ils font un travail difficile. Oui, non. Hein, et surtout, ils sont dans une optique, l'optique elle-même qui est déprimante, hein, quand on voit les choses de manière un peu matérialiste. Mais ça me rappelle un de mes patients que j'ai connu autrefois, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui était venu pour un cancer du rein, donc assez avancé. Et ce gars-là, sentant qu'il fallait faire quelque chose, il a décidé d'arrêter tous les traitements et il est parti sur le chemin de Compostelle. Il m'a raconté son expérience. Quand il est revenu, il avait perdu 10 kilos, mais parce qu'il avait perdu de la mauvaise graisse. Hein. Je veux dire qu'il s'était musclé, et en même temps, il avait fondu la mauvaise graisse. Il était revenu barbu, bronzé. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Hein. Il était méconnaissable et il était bien. Il était vraiment bien. Et il était parti pendant plus de 4 mois sans faire aucun traitement, aucune analyse et tout. Et il allait, bon, et en vivant, comme il dit, sur le chemin de Compostelle, on apprend à faire confiance dans la providence parce qu'au début, on part avec un sac bien lourd et on se rend compte que le sac lourd, il ne va pas nous accompagner jusqu'au bout. Donc, on se délaisse et puis on dira, Inch'Allah, hein, on verra bien à l'étape suivante, peut-être qu'on va trouver de quoi se dépanner de ceci ou de cela. Et ce patient vient me voir en me disant, je vais quand même retourner voir l'oncologue pour lui demander ce qu'il en pense. Et je lui dis, mais malheureux, vous êtes bien, pourquoi vous allez rechercher, pourquoi vous allez demander l'avis de l'oncologue, hein? Il y est allé, et puis il a rechuté après avoir vu l'oncologue. Hein. Je veux dire que l'oncologue l'a fait de fou, comment vous n'avez pas fait les traitements et tout, et puis du coup, il a rechuté. Donc ça, c'est un exemple un peu triste et malheureux, mais c'est vrai que c'est l'exemple de ce patient qui a guéri, hein, de son cancer d'estomac dont je parlais en début d'exposé. Hein, quand le médecin lui a dit vous voulez savoir combien de chances vous avez de guérir, je vais vous calculer ça tout de suite. Je dirais que le fait de dire je vais vous calculer ça tout de suite, j'ai mon logiciel, eh ben, pour ce gars-là, ça a eu un effet presque thérapeutique parce qu'il a compris que ce n'est pas de ce côté-là qu'il trouvait la solution. Hein, même si après, il a fait des traitements classiques, mais je veux dire qu'à un moment donné, il s'est dit, OK, c'est moi qui vais m'en sortir. Je ne vais pas compter sur les autres.
Et ça s'est passé comme ça. Et il s'en est sorti en comptant sur lui. Très bien. Bon, pour rebondir un peu sur ce que tu disais. Oui. Après, tu parlais d'intuition. C'est vrai que moi, parfois, j'ai eu aussi, bon, c'est vrai qu'avec l'homéopathie aussi, enfin, on a une tournure d'esprit qui fait qu'on recherche. Et je t'avais raconté l'histoire de cette femme qui avait récidive de cancer du poumon à gauche. Et de ce coup, je lui dis, qu'est-ce qui vous étouffe? C'est votre mère, votre sœur, votre fille? Elle me dit, docteur, j'ai le tiercé gagnant. J'ai commencé à, bah oui, ma mère, elle a Alzheimer. Elle est à la maison, comme elle fait des bêtises, on ne peut plus jamais sortir avec mon mari parce qu'il faut toujours quelqu'un qui reste avec elle. Ma sœur, elle a un cancer du sein et du coup, elle est venue chez moi. Et ma fille est handicapée, je sais d'où là. Elle portait les valises. Oui, d'accord. Tu as ouais, eu la bonne remarque. Ouais, oui, puis elle a fini par guérir quand même, tu vois, quand je lui dis, bon, bah, il y a peut-être des solutions, vous pouvez vous faire aider, voilà, je veux dire, pour votre maman, etc., etc. Donc, tu vois, il faut un peu poser les valises, là, parce que là, elle barque est trop chargée, quoi, hein, voilà. Mais bon. Voilà, donc pour préciser à l'auditoire, Jean-Marie est un ami médecin homéopathe qui m'a permis de rencontrer Guy Tenenbaum, qui a fait sur lui un travail remarquable et qui se guérit par lui-même d'un problème. Bon, il vous expliquera peut-être un jour un problème de cancer. Donc, comme quoi, la solution, elle est aussi en nous. Elle est surtout en nous. Il y a l'aide extérieure, mais ce qui vient de l'extérieur, c'est une aide. C'est surtout à l'intérieur que ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais poser une petite question. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez la possibilité de répondre, est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur l'identité ou l'image dans la maladie de Parkinson? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous pourriez... Oui. Je pense que dans la maladie de Parkinson, 9 fois sur 10, on le sait, il y a eu un choc moral qui peut induire comment dire, c'est pas vraiment une peur de la mort, mais c'est tout d'un coup, il faut surtout pas que je bouge. Si la personne est partagée entre le fait de ne pas bouger, imaginez que vous soyez poursuivi par un monstre, vous vous cachez, vous dites, il ne faut pas que je bouge. Si je bouge, je suis mort. En même temps, vous ne pouvez pas rester sur place, donc vous bougez. Et du coup, il y a ce mouvement un peu saccadé, à partir de cette idée, de cette notion, il ne faut pas que je bouge. Donc, c'est vrai que... Alors après, il faut voir ça dans le contexte. Là, je vous donne une idée qui est quand même très, très générale, mais voir dans le contexte, à partir de quand c'est apparu, ce qui a été vécu au départ, comment ça a été ressenti. Voilà, il y a tout un travail à faire. Et je pense que le fait de mettre le doigt sur la cause et de faire la paix avec cela, ça peut nous aider. Ça ne va pas forcément faire disparaître ce qui a déjà été touché, mais ça peut déjà bien stabiliser la maladie de manière importante. Vous conseillerez quelle approche par rapport à ça? Je parle c'est mon frère qui est atteint et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très profond, il y a quelque chose de très profond que ça va me faire réfléchir, mais qu'est-ce que vous conseillerez comme approche pour essayer Alors, je ne vais pas vous conseiller une approche psychothérapeutique générale, mais c'est vrai que si votre frère consulte un médecin qui travaille comme un peu dans la même optique que moi, ce médecin va lui demander quand ce Parkinson est-il apparu, qu'est-ce qui était vécu à ce moment-là, comment ça a été vécu, et après, essayer de voir avec lui comment faire la paix avec ce vécu pour pouvoir s'en libérer. Ce qui est intéressant aussi, la maladie de Parkinson, c'est de vérifier ce que j'appelle les octaves. Je vous ai dit tout à l'heure que les expériences de notre existence n'étaient pas linéaires, mais souvent cycliques. Donc, ça vaut la peine souvent de diviser notre âge par 2, par 3, par 4, pour pouvoir voir si
l'âge auquel nous sommes tombés malades, hein, pour pouvoir voir si ça ne fait pas résonance avec des événements du passé, et c'est parfois très éclairant. Il peut déjà commencer à faire ça, déjà se poser la question, hein, de savoir ce qu'il a vécu à ce moment-là, comment il a vécu et ressenti, hein, comment ça l'a touché dans l'image qu'il a de lui, hein, et puis travailler sur cette question de la peur, parce qu'il y a une peur derrière tout ça, travailler sur cette question de la peur et de voir comment il a vécu cette peur tout au long de son existence. Est-ce que, parce que quand vous parlez en général de ce qui s'est passé, c'est dans la période, on va dire, comme vous disiez tout à l'heure, de 6 à 7 mois avant l'apparition de la maladie. Le problème dans le Parkinson, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça a apparu, parce que ça prend quand même quelques années avant qu'il y ait des répercussions et des vrais symptômes. Ce n'est pas immédiat. Après, on a réalisé, une fois que le diagnostic a été plus ou moins posé, on a réalisé quelques années auparavant, on a vu quelques signes qui avaient apparu, on ne s'était pas du tout imaginé que ça avait un rapport avec ça. Et donc, en fait, on ne s'est pas très bien posé le moment. Mais bon, je ne vais pas vous monopoliser là-dessus. Est-ce que vous faites des consultations par privé, par Zoom? Parce qu'on n'est pas en France. Oui. Oui, je fais des consultations par Zoom, effectivement. Hein, donc, vous avez mon nom, donc vous tapez mon nom, puis vous aurez par Doctolib, hein, voilà, une possibilité. Enfin, je ne viens pas pour ici ce soir pour vous parler de ça, mais effectivement, si vous souhaitez, c'est possible. Non, mais je voulais vous le demander de toute façon, parce que j'y ai pensé ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment, et c'est comme moi, c'est l'approche que je favorise, donc j'aimerais beaucoup lui proposer ça, et je voulais savoir si vous le faisiez. Ok. C'est possible. Hein, voilà. D'accord, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, alors, on m'entend? Allô? Oui, on vous entend. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous pouviez nous repréciser au niveau de la gauche et la droite, et est-ce qu'il y a comment dire, une différence si nous sommes gauchers ou droitiers? Alors, c'est une question assez complexe. Je n'ai pas repéré vraiment de différence entre les droitiers et les gauchers. Je sais que certains auteurs ne sont pas de mon avis, mais alors là, c'est peut-être difficile de se faire une idée un peu objective, parce que si vous voulez, si j'ose dire, il y a toujours un peu, comme quand vous parlez d'un homme et vous dites, bon, si vous voulez, un homme qui est en vue, cherchez la femme qui est derrière cet homme, ça veut dire qu'il y a toujours les deux qui fonctionnent. Et il y a, comment dire, ce qui est apparent et ce qui est derrière. Et pour le bras droit, on va dire que dans l'apparence, effectivement, et sur la tradition occidentale, hein, c'est le côté masculin, et le bras gauche, toujours dans la tradition occidentale, c'est le côté féminin. Alors que les Chinois disent l'inverse. Ils disent le côté droit, c'est une difficulté avec une femme, et le côté gauche, c'est une difficulté avec un homme. Il y a une sorte d'inversion de polarité, et ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre parce que c'est toujours un peu subtil. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens d'une femme qui me disait « Mon fils me rejette, hein, il veut plus me entendre parler de moi ». Et en fait, donc cette femme était divorcée, et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que ce garçon rejetait son père à travers sa mère. C'est-à-dire que le père étant du même sexe que lui, hein, donc il y avait une identification à l'idéal du père que ce garçon ne pouvait pas toucher. Donc le père était sacré, il était sur un piédestal, et du coup, tout le ressentiment éprouvé pour le père, ben, c'est la mère qui le récupérait. Dans la pratique, en fait, ce garçon devait avoir 7-8 ans quand ses parents se sont séparés. C'est le père qui est parti, il a quasiment plus donné signe de vie, donc il les a abandonnés. La mère s'est occupée du garçon, et elle dit c'est pas juste parce que maintenant ce garçon se retourne contre moi. Et effectivement, il y a une sorte de, comment dire, il y a l'apparence et puis il y a la réalité qui se cache derrière. Donc c'est un peu complexe de parler de ça. Cela dit, un autre auteur donc, propose une vision qui me semble également intéressante, en disant quand ça nous touche du côté droit, c'est parce que nous vivons quelque chose qui nous est imposé.
Et quand ça nous touche du côté gauche, c'est parce que nous avons un désir qui est entravé. Donc, c'est quelque chose qu'on vérifie également. D'accord. Ce n'est pas tranché, hein, la question de la réalité, mais dans la pratique, je peux vous dire que 4 fois sur 5, si ce n'est pas 9 fois sur 10, pour moi, une personne qui a un problème à gauche, 9 fois sur 10, c'est quand même une difficulté avec un homme. D'accord. Ouais. Merci. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est notre dernière réunion avant l'été, en espérant que le virus nous laisse partir en vacances tranquille et qu'on puisse vraiment passer à autre chose. Et puis, on va se retrouver à l'automne, donc le 23, c'est ça, je me souviens plus, le 23 septembre. Et on reparlera du masculin-féminin, ce qui sera intéressant par rapport à ces questions que l'on a posées ce soir par rapport à la sexualité, par rapport au féminicide. Malheureusement, on en a encore un exemple récent à l'heure actuelle. Et donc, la difficulté qui peut être celle d'un homme de découvrir finalement, je vais dire les choses comme ça, que sa femme est plus intelligente que lui. Et du coup, c'est insupportable quelque part. Et c'est souvent la cause de bien des drames. Bon, je vous en dirai plus à l'automne. Voilà. Merci Philippe. Merci Joachim. On a fait le tour. C'est l'ultime appel. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Alors, je vous souhaite un bel été. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi et écouté. Et puis, merci à toi, Joachim, aussi. Et merci à toi, Christine, de m'aider à mettre toute cette organisation en place et à la réaliser. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Marie. Au revoir, Guy, puisque vous êtes... Oui, salut. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais.